La Fraîche Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est Maldo, hein. Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Wow. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fraîche Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. On parle de quoi en actualité internationale? Le Covid encore? Non, on ne parle pas du Covid, même si on va certainement en parler au courant de la semaine, parce que évidemment l'actualité sur cette question évidemment ne cesse d'évoluer. Hein. On va s'intéresser à l'Espagne. Hier, l'ancien roi d'Espagne, Juan Carlos Ier, a décidé, dans une lettre qui a été publiée par la presse espagnole, une lettre adressée à son fils, donc le roi Felipe VI, qui lui a succédé en 2014, il avait annoncé, ou il avait informé son fils de sa volonté de quitter l'Espagne définitivement, afin de faciliter à ce dernier l'exercice du pouvoir. Parce qu'il faut savoir que depuis 2018, Juan Carlos, bien qu'il n'était plus en fonction, il faut savoir qu'en juin, comme je l'ai dit, en juin 2014, pour ceux qui ne le savent pas déjà, Juan Carlos était le roi d'Espagne depuis 1975. Alors, il faut savoir que lors de la guerre civile d'Espagne de 1936 à 1939, qui a vu l'arrivée au pouvoir de Franco, celui-ci va, dans un premier temps, mettre fin à la monarchie, et donc il va installer une dictature militaire jusqu'à quelques années, en 1971-72, quelques années avant sa mort. Donc il va réhabiliter la famille royale d'Espagne et il va désigner évidemment Juan Carlos comme étant son successeur. Donc c'est Juan Carlos Ier qui, une fois arrivé au pouvoir en 1975, après la mort de Franco, va non seulement restaurer la monarchie, mais aussi introduire la démocratie. Et ça va même lui valoir en 1980 une tentative de coup d'État, mais il va réussir à la déjouer. L'Espagne va quitter définitivement le bastion, un peu le milieu de la dictature militaire, parce que Franco était un général, était un militaire. Et donc l'Espagne va rentrer définitivement dans la démocratie que l'on connaît actuellement. Et donc en 2014, il avait décidé, pas vraiment à la surprise générale, d'abdiquer. Pourquoi? Parce que déjà à partir de 2012, il y avait une succession de scandales qui ne cessaient de le toucher. D'abord, il y avait le premier scandale, c'était d'abord sa fortune. Il faut savoir que la fortune de Juan Carlos avait été toujours frappée d'une très grande opacité, parce qu'évidemment, en tant que souverain, il y a un principe d'inviolabilité qui concerne l'ensemble des biens qu'il possède, et donc il n'avait pas l'obligation de déclarer sa fortune. Donc ça a toujours été un grand mystère. Et puis deuxièmement, c'est le style de vie qu'il avait. Alors que l'Espagne était de plus en plus regardante, notamment de son économie, alors que les ménages espagnols avaient de plus en plus de mal à joindre les deux bouts, on apprenait que le Juan Carlos, lui, faisait des safaris au Botswana, safaris facturés à 10 000 euros la journée. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui avait énormément touché des Espagnols, d'autant plus qu'il faut bien savoir que le train de vie du monarque espagnol est financé en totalité par le contribuable espagnol. Donc, évidemment, tout ça, c'est scandale gonflant, avec ceux aussi concernant la présence de certaines personnalités autour de lui, donc la présence de certaines maîtresses ont aussi, si tu veux, accélérer cette désaffection-là entre Juan Carlos et le peuple espagnol. Et donc, pour éviter justement que la couronne en pâtisse davantage, il avait donc pris l'initiative d'abdiquer, donc de remettre le trône à son fils Felipe VI. Et puis, on pensait que les Espagnols l'avaient oublié, on pensait qu'il avait disparu des radars. Ben non, malgré le fait qu'en juin 2018, il avait décidé de retirer de toute activité protocolaire, et donc il avait décidé de prendre une retraite complète.
une retraite définitive, et bien là, on apprend malheureusement à la surprise générale qu'il décide de s'exiler. Et puis quand on regarde de plus près, on voit que non, son exil n'était pas aussi désintéressé que ça. C'est plutôt pour fuir la tempête médiatique qui a été suscitée en 2018 par un nouveau scandale financier. Alors pour bien comprendre, il faut savoir que tout part... Juan Carlos Ier. Il est dans les scandales financiers. Oui, il est dans des scandales financiers, je vais expliquer. Il faut savoir que déjà tout part de 2018 où un virement bancaire alerte les autorités judiciaires suisses. Une fondation panaméenne qui s'appelle le COM aurait viré 65 millions d'euros à la banque, à une banque suisse qui s'appelle la Banque Mirabeau. Et ce virement a été fait pour une jeune dame qui s'appelle Corinne Zeysoun-Wittgenstein. Et celle-ci était avec Juan Carlos en 2012 lorsqu'il y avait le scandale de la chasse à l'éléphant au Botswana. Alors, qu'est-ce que l'on découvre? Eh bien, dans un premier temps, lorsque les autorités suisses demandent à cette dernière de justifier la provenance de cet argent, eh bien, elle dit que c'est un cadeau de qui? De Juan Carlos, un cadeau à 65 millions d'euros. Donc ça va attirer évidemment l'attention des autorités suisses et puis des autorités espagnoles. Et en suivant la bonne dame et en la mettant sur écoute, en fait, ils ne vont pas la mettre sur écoute, il va s'avérer qu'il y avait, disons, un galériste londonien qui avait enregistré une conversation que celle-ci aurait eue avec une personnalité du renseignement espagnol à leur insu. Et donc ce galériste anglais aurait ensuite envoyé ces enregistrements en 2019 à la justice espagnole et celle-ci avait, sur la base dans ces enregistrements, on entend comment Corinne Zeysoun-Wittgenstein explique que les 65 millions d'euros qu'elle avait reçus provenaient en fait d'une commission que l'Arabie Saoudite aurait versée à Juan Carlos Ier en échange d'un contrat que l'Arabie Saoudite et l'Espagne avaient signé concernant la construction d'une ligne à grande vitesse entre Médine et la Mecque d'une valeur de 6,7 milliards d'euros qui avait été accordée à un consortium d'entreprises allemandes, espagnoles. Donc c'est en échange de ce marché à 6,7 milliards d'euros que donc l'Arabie Saoudite avait viré sur un compte situé dans une île offshore à Juan Carlos. Et Juan Carlos avait donc décidé, au sortir de son safari au Botswana, de faire un cadeau à celle qui était alors sa maîtresse attitrée de l'époque, madame, la princesse Corinna Zeysoun-Wittgenstein. Et donc celle-ci, c'est de là que part tout le scandale. Alors, lorsque l'affaire éclate en Espagne, eh ben, il y a d'abord une première question qui intéresse les juristes espagnols, c'est est-ce que le roi Juan Carlos peut-il faire l'objet de poursuites pour cette question-là? Alors, dans un premier temps, en 2018, lorsque l'affaire arrive, eh ben, dans un premier temps, la justice dit non. Et puis, la police continue l'investigation et saisit cette fois-ci le tribunal suprême espagnol, qui est l'équivalent de notre cour constitutionnelle. Et donc, le tribunal suprême espagnol décide de, évidemment, permettre que l'enquête puisse se poursuivre. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que même si Juan Carlos a abdiqué, c'est-à-dire que pour les faits qu'il aurait commis durant son règne, donc de 1975 à 2014, il ne peut faire l'objet d'aucune poursuite. Il est protégé par cette inviolabilité. Mais après 2014, il s'avère que donc la somme restante de ces 100 millions de dollars, donc à peu près 88 millions d'euros, à partir desquels il aurait envoyé 65 millions d'euros à son ex-maîtresse. Donc, il possède une partie de cet argent-là, 65 millions d'euros. Donc, il a envoyé 65 millions d'euros à sa maîtresse. Oui, à sa non, à j'ai son juste besoin de 65 millions d'euros. Oui, sur les 88 millions d'euros qu'il aurait perçu. Ça, c'est le haut niveau du placement, en fait. Qu'il aurait présumé perçu. Non, moi, je pense qu'il voulait du genre cacher ça là-bas. Ben, c'est ce qu'elle explique aussi en partie. Ils sont allés au safari au Botswana. Elle explique que elle aurait servi de prête-nom dans un certain nombre de transactions financières. Et pas qu'elle seule. Un des cousins, le prince d'Orléans, qui est aussi un cousin de Juan Carlos, aurait également servi de prête-nom pour un certain nombre de transactions financières. Et qu'en échange de ce rôle joué dans différentes affaires qu'elle aurait traitées au nom de Juan Carlos, eh ben, celui-ci lui aurait fait un
cadeau de 65 millions d'euros. Mais maintenant, pour le tribunal suprême espagnol, il s'agit de savoir si véritablement Juan Carlos aurait véritablement perçu cette somme, et donc dans ce cas, il serait poursuivable, d'autant plus que en juin de l'année dernière, lorsque le scandale a véritablement commencé à enfler en Espagne, eh ben, le roi Felipe VI, lui aussi, était concerné par ce scandale. Pourquoi ? Parce que le restant de la somme des 88 millions d'euros a été viré sur une fondation qui appartient à Juan Carlos et dont Felipe VI est l'un des héritiers légitimes. Et donc, à ce titre-là, on considère qu'il jouit indirectement de cet argent-là, et donc de l'argent qui proviendrait de la corruption et donc de l'argent sale. Et donc Felipe VI avait dans une lettre ouverte, dans un grand quotidien espagnol, avait fait savoir à l'ensemble de ses concitoyens que pour lui, la constitution, le droit espagnol prime sur les liens de sang. Ce qui voulait dire que si son père devait être poursuivi pour des faits présumés de corruption, lui, Felipe VI, ne s'opposerait pas à ce que celui-ci soit poursuivi, voire inculpé et condamné, mais qu'au contraire, lui, il mettrait tout en œuvre pour que la vérité sorte et que la couronne espagnole fasse preuve d'exemplarité. Et donc, pour cela, il a fait deux choses. La première, c'est de renoncer à l'héritage de son père Juan Carlos, puisqu'il estime que cet héritage-là est entaché d'irrégularité en termes de provenance d'argent. Et la deuxième chose, il a supprimé la pension annuelle dont bénéficie son père, une pension d'une valeur de 194 000 euros, parce qu'il estime que son père n'est pas digne de continuer à percevoir cette somme-là tant que, évidemment, la vérité ne sera pas faite sur cette affaire de corruption concernant le marché de construction de la ligne à grande vitesse entre la Mecque et Médine. Qui a été passé entre l'Arabie Saoudite et un consortium d'entreprises espagnoles. Donc, c'est au vu de tout ça, la concernée, celle par qui le scandale est arrivé, donc c'est une Danoise, c'est une citoyenne allemande d'origine danoise, Corinna Larsen, qui porte le nom de Corinna Wittgenstein. C'est un nom qu'elle aurait eu d'un second mariage qu'elle aurait contracté entre 2000 et 2005 en épousant un aristocrate allemand qui est le descendant du roi Jacques II d'Allemagne. Et donc elle aurait d'ores et déjà fait valoir par le biais d'un communiqué rédigé par ses avocats qu'elle disait qu'elle n'avait absolument rien à voir avec cette affaire de prête-nom et cette affaire de corruption, et qu'elle réitère le fait que les 65 millions d'euros qu'elle a reçus de Juan Carlos étaient bel et bien un cadeau. Et elle fait savoir également qu'elle a porté plainte contre un officier de renseignement espagnol qu'elle accuse de harcèlement en vue d'essayer éventuellement de protéger Juan Carlos. Donc, il y a cette plainte-là qui s'est ajoutée à l'affaire et qui est venue, bien entendu, entamer ou enflammer la presse espagnole. Et c'est donc dans ce climat-là extrêmement tendu, extrêmement délétère, que Juan Carlos décide un peu pour essayer de enlever la pression médiatique qui est terrible, qui s'abat sur lui, et d'autant plus qu'il semble être abandonné de toutes parts, abandonné par son fils Felipe VI, abandonné par l'opinion publique espagnole qui lui reproche véritablement ces faits-là, s'ils sont avérés. Pour le moment, on ne peut pas dire qu'ils sont avérés, mais ils font toujours l'objet d'une enquête de la part de la justice espagnole. Donc il est lâché par l'opinion publique, lâché par la justice, lâché par la couronne, et donc il n'a d'autre solution pour essayer de survivre à cette pression médiatique, à cette pression de l'opinion publique qui est terrible sur ses épaules. Et donc il a décidé, dans une lettre adressée à son fils Felipe VI hier, de quitter l'Espagne. Alors, où est-ce qu'il part ? Il semblerait qu'il devrait aller au Portugal. Comme je l'ai dit, entre 1936 et 1973-74, Juan Carlos, lorsqu'il était en exil avec son père, vivait au Portugal. Donc le Portugal, c'est un pays qu'il connaît très bien, et il semblerait que c'est au Portugal qu'il souhaite
désormais s'installer. Mais le fait qu'il soit au Portugal ne le disculpe pas de poursuite en Espagne, et ça ne va pas faire que si la justice espagnole a besoin de le convoquer pour l'écouter concernant cette affaire de corruption, il ne puisse pas se rendre en Espagne. Non, il sera toujours à la disposition de la justice espagnole, mais il est clair que sa volonté de quitter définitivement sa mère patrie, le sol espagnol, vise d'abord, dans un premier temps, à se donner quelques semaines, voire quelques mois de sursis, et surtout essayer de fuir la pression liée à la tempête médiatique suscitée par ce énième scandale dont il fait l'objet. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale. Ce matin, on était du côté de l'Espagne. Start Fresh Morning.